ne vais pas trop parler, je vais être court. On a connu la souffrance, on a connu le calvaire, on a souffert dans ce pays. Les anti-Balaka ont débarqué à Bangui dans l'objectif de chasser les Tchadiens et puis les Soudanais qui sont venus. Et quand les Balaka sont entrés, eh bien, les Soudanais ils ont tout ramassé, ils ont fait des pillages et puis ils sont partis. Et c'est de là qu'il y a une les infos dire que les jeunes qui sont venus au secours de leurs parents sont des chrétiens et on invente que ce sont la guerre entre les chrétiens ou musulmans. Or, il n'y a pas de guerre. On était avec les musulmans en très bon terme depuis. Et c'est ça qui a commencé et ils ont commencé à investir le pays et les Sénéca. Et au lieu de repartir, eh bien, ils sont maintenant dans les villages, ils ont occupé toutes les villes, tous les villages pour s'en prendre aux populations, ramasser leurs biens, détruire leurs biens, brûler leurs maisons. C'est ça qui fait que ces victimes, comme personne ne les entend, personne ne s'occupe d'elles, ils sont obligés de se défendre. Si nous voyons par exemple le phénomène des anti-Balaka, c'est des gens qui ont été marginalisés, abandonnés parce qu'ils ont subi les effets pervers des actes des rebelles de la coalition Sénéca à l'époque, sans que personne puisse crier quelque chose. Ils sont arrivés chez nous la nuit à 21h. Ils étaient au moins une quinzaine avec des fusils, avec des couteaux, tout ça. Ils sont rentrés. Ils ont menacé le gardien qui a ouvert le portail et ils sont rentrés. Nous, on avait eu peur parce que en les voyant, franchement, c'est pas gai. Et donc, mon mari est sorti pour leur poser la question, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont dit, on est venu chercher la voiture pour le général Mamat, un certain général Mamat. Bon, il a dit, voilà, cette voiture, c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pas pour Mamat. Mais si c'est pour ça que vous voulez, ne traumatisez pas la famille, restez tranquille, je vous donne la clé. Et il est rentré, il a pris la clé, bien entendu, il le suivait avec le fusil et il leur a remis la clé. Et au même moment, il y a un qui est rentré sur nous dans la maison parce qu'après on a fui, on s'est caché dans une chambre. Il y a un qui est rentré, il nous a dit, vous qui êtes à l'intérieur, vous allez voir aujourd'hui. Et donc il est rentré et pendant qu'il se dirigeait vers la chambre, il y a une de mes filles que le Seigneur l'a inspiré, elle a éteint les lampes parce que c'était à 21h, donc les lampes étaient encore allumées et le monsieur se voyait dans le noir, il a fui pour sortir en ramassant tout ce qu'il a trouvé sur le chemin et avec la voiture ils sont partis. Quand le Séléka était rentré, j'étais une femme, j'avais peur, j'ai fui, j'ai laissé mon mari à la maison. J'ai fui à propre fuite avec mes enfants. 3h du matin, Et c'est à 3h du matin, mon mari est resté seul à la maison. Les musulmans sont rentrés dans la maison à 3h du matin. Ils l'ont abattu, et lui et mon petit-fils de 22 ans. Ils ont pillé ma maison, ils ont ramassé tous les biens qu'on avait dans la maison parce que mon mari était un ancien officier de l'armée qui est en retraite. Alors ils ont pillé la maison, ils ont ramassé tous les biens qu'on avait à la maison. Ils ont en même temps incendié la maison. Oui, dernièrement j'étais aussi à Bouddha. Vous savez, j'ai fait une spécialité sur la guérison traumatique. Donc je sillonne le pays pour aider les déplacés qui sont traumatisés, n'est-ce pas, à se refaire psychologiquement. Mais quand je suis arrivé à Bouddha, ce que j'ai vu, les atrocités que j'ai vues, c'est qu'on a tué un monsieur
qui allait avec sa femme au champ. On a pris le mari, on l'a égorgé, et la femme était repartie à la maison pour chercher un pagne pour venir essayer d'attacher le corps pour amener. Ils sont encore revenus pour décapiter le mari, ils ont mis le ventre, la tête sur le ventre. Quand la femme a vu ce qui s'est passé après elle, elle est allée informer les anti-Balaka qui sont revenus et qui sont allés venger. Les anti-Balaka sont arrivés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaché le musulman, pieds joints, bras joints. On l'a attaché et on a pris une baramine. On a dit bon, soit allongé, ils ont pris la baramine, ils ont enfoncé ici, c'est rentré, ça l'a transpercé. Ils ont tiré, ils ont encore enfoncé une deuxième fois pour dire mais écoutez, hein, cette barbarie que vous êtes en train d'enseigner au peuple centrafricain, nous allons vous l'enseigner davantage. Et ils ont attrapé un musulman et ils l'ont dépecé. Il est resté comme ça vivant. On a pris le couteau, on a commencé à le dépecé comme on fait chez les Kabis. On l'a dépouillé. On a enlevé la peau et on l'a laissé. Donc vraiment c'est pour vous dire que l'atrocité a atteint son comble. Et dans le pays, je ne sais pas comment qualifier ces choses, mais nous vivons des atrocités qu'on n'a jamais connues. Il faut vraiment des moyens forts pour amener la justice dans ce pays. Vous vivez ensemble avec la personne là. Lorsque la Seleka fait son entrée, ton voisin quitte sa maison, il vient, il ramasse ses effets, il part, il dépose chez lui. C'est ce qu'on a vécu lorsque la Seleka est arrivée avant. Un voisin avec qui vous aviez des relations normales avant? Oui, avant. Avant, je vous disais tout à l'heure que entre les chrétiens et les musulmans, il n'y avait pas de problème. J'avais des amis musulmans, mais avec l'entrée des Seleka, on ne peut pas parler d'amitié. Moi, ça me remonte un peu à la date du 20 décembre 2014 ou le 17. J'accompagnais mon vieux qui était malade, mon papa. On arrive à Nola le 17 et mon grand frère qui était venu en moto, il était venu de Nola pour venir assister mon papa qui était là où à l'hôpital à midi. Il était revenu avec ma maman sur une moto pour Nola. Et juste arrivé à Nola le 19 la nuit, le 20 décembre 2014, il y a eu l'irruption des anti-Balaka dans cette localité. Et par malheur, mon grand frère, qui bien qu'il ne soit pas musulman, mais se trouvait chez un oncle, un parent qui est musulman, a été tout possible. Il a été abattu ce jour-là. Et jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait pour cette cause. Les bourreaux nous larguent jusqu'à maintenant. On se croise même dans la ville. Il y a deux jeunes filles de 19-20 ans qui allaient vendre leurs marchandises vers l'aéroport là-bas. Mais elles se sont fait violer par les anti-Balaka. 5 personnes. Une a eu le courage de se rendre, d'aller vers les gens pour dire j'ai été violée, mais l'autre elle a disparu parce que pour elle c'est une honte. C'est une honte, elle se sent diminuée au point où elle préfère cacher. Mais l'autre est allée et les médecins sans frontières l'ont recueillie pour aller lui faire des examens, les premiers soins. Vous voyez, ça continue. Même nous les journalistes, souvent on est trop, on a peur de notre sécurité. La sécurité en tant que telle n'existe pas. Parce que le fait de diffuser seulement la voix d'une victime à la radio, le soir même chez toi à la maison, tu peux recevoir des visites de la part de ces malfrats. Donc la sécurité des journalistes aussi est entre guillemets quoi. Ça n'existe pratiquement pas. Le fait d'enregistrer une victime, diffuser sa voix à la maison le même jour, que ce soit en plein jour, les présumés auteurs du crime vont chercher à mettre la main sur vous pour régler votre compte. Journalistes. Ils sont vraiment victimes. Je repars encore en 2001.
On a le coup d'État de 2001. On a vu les Bayamboulingi rentrer ici à Bangui, les gens du Congo démocratique, qui sont rentrés à Bangui. Mais ils ont violé des femmes. Comme ma soeur a dit, j'étais à Bouirab, j'étais au 4e arrondissement. Donc ils commençaient à violer du bas aussi pour remonter. J'étais seule à la maison avec mes 3 filles, des grandes filles qui sont comme moi. Mais qu'est-ce que je faisais? Je pleurais que mes filles. Je ne faisais que pleurer mes filles. Ça, c'est une violence que la maman, une femme vit au quotidien. Je dois dire que c'est pas facile hein, aujourd'hui de prendre la parole publiquement chez nous. La preuve, c'est qu'on devait être 7 personnes que j'ai contactées et il y en a 2 qui ne sont pas venus. Je pense que c'est parce que l'expression publique est difficile aujourd'hui, en particulier pour celui qui vous a envoyé un message. Parce qu'il vient, il y a quelques semaines, de faire l'objet de tracasseries, entre guillemets. Il a même essuyé des tirs à 0 mètre de sa tête, tout ça. Donc, il est encore sous le choc et je comprends qu'il ait choisi de ne pas venir s'exprimer. Donc, je pense que déjà, à ce niveau, il y a un problème. Le problème, c'est de se sentir libre de s'exprimer publiquement, en particulier pour des journalistes qui sont censés être la voix des sans-voix. Donc la justice populaire s'est pas mal développée, je me souviens, quand j'encadrais des jeunes journalistes, on avait eu à traiter des cas de justice populaire, que ce soit pour ce qui concerne des personnes accusées de sorcellerie ou des affrontements qui avaient fait suite au meurtre de 2 jeunes gens au kilomètre 5. Qu'est-ce que vous appelez la justice populaire? Enfin, comment s'exerce-t-elle? Et comment s'exerce-t-elle? Par exemple, quand vous avez dans la nuit des gens qui viennent braquer et qui se font prendre ou même voler, ben, c'était tout le quartier qui tombait à bas raccourcis sur eux, et puis il y avait même des coups de machette qui étaient assénés à la tête. Et le lendemain, on retrouvait le cadavre dans la rue. Et ça avant même? Avant, longtemps avant. Et c'était la même chose pour des gens qui étaient accusés de sorcellerie. Moi, j'estime que la justice populaire est la conséquence de la défaillance de la chaîne pénale. C'est la conséquence, parce que là, on ne peut pas trouver normal d'être nargué par nos bourreaux. Vous voyez ça? Et comme, regardez ce qui se passe. On arrête quelqu'un maintenant. Soit on casse le commissariat pour le libérer, soit on négocie avec les officiers de police judiciaire pour libérer ce bourreau-là. Si c'est, on a cassé plusieurs fois nos prisons. Vous voyez? Et ça fait que les gens pensaient que la réponse vraiment à cette défaillance de la justice, cette défaillance de la chaîne pénale, c'est de se faire justice quand même. Et c'est là où on en est arrivé à ce que nous appelons ici la justice populaire. On discute constamment la question de l'impunité dans les différents milieux, au marché, à l'église, dans les mosquées, un peu partout les gens en parlent. Parce que tout le monde est victime, tout le monde. Et quand on est victime, je crois qu'on n'a pas droit au silence. Parfois, il faut l'exprimer pour qu'on puisse arriver à un certain dépassement de soi. Vous voyez, ça fait trop mal étant humain quand vous voyez le bourreau de votre parent se promener librement. Vous voyez?
quelqu'un qui donne la mort, par exemple, à votre père, quelqu'un qui fait de vous un veuf ou qui fait de vous une veuve et qui se promène librement. On ne meurt qu'une seule fois. Cette personne tue votre femme ou votre mari et elle est là, elle se promène librement. Ça fait trop Nous, mal. on a bénéficié d'un financement de ONU Femmes, de notre ONG, qui est d'assurer la prise en charge des victimes des violences sexuelles. Et ces victimes, quand on les écoute, ces femmes, parce que précisément c'est des femmes et des jeunes filles, elles nous disent, mon mari a été tué, j'ai été violée, j'ai été agressée sexuellement. Et généralement, c'est pas des bandits. Si tu vois que c'est des anti-balaka ou c'est des groupes Sérika. Et généralement aussi, c'est des jeunes qui connaissent et qui habitent le même quartier. Il y a une qui me dit, le garçon, en fait, il y a 3 garçons qui m'ont agressé sexuellement, moi et ma fille, ensemble, sexuellement, et ils sont là dans le quartier, je les vois. Mais je ne peux pas. Parce que tous les soirs, quand ils passent, ils me disent, si tu tentes, ne serait-ce que d'aller dire à quelqu'un qui viendra faire des recherches ici, nous on va te tuer avec ta fille. Et elles sont là, bouche bée, elles ne peuvent pas parler. Même pour me parler, on a eu à mettre du temps. On l'a amené avec la stratégie d'écoute jusqu'à ce qu'elle nous parle. Et on l'a garanti toute la confidentialité que ça va rester entre nous. C'est pourquoi elle nous a parlé. Mais beaucoup de ces femmes nous garantissent que ces bourreaux sont là dans les quartiers armés. Elles ne peuvent pas parler, elles ne peuvent pas crier. Parce que ces gens sont là, c'est des voisins. C'est, je ne sais pas trop, quelqu'un qui vient. Elle le voit, elle le connaît. Ou c'est des groupes armés. On avait demandé à ce que l'État fasse quelque chose pour la mise en place des mécanismes d'appui aux victimes, c'est-à-dire d'un fonds d'indemnisation de ces victimes-là. C'est vrai, il y a tout un processus, il y a aussi des étapes d'indemnisation. Peut-être ça peut être collectif, ça peut être individuel, ça peut être à titre indicatif pour que la victime ait au moins le cœur apaisé. Mais jusque-là, rien. Ça a commencé depuis l'époque de Jean-Pierre Bemba, où les victimes attendent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les victimes de l'ENDA, les Bemba attendent jusqu'au jour d'aujourd'hui sans aucune indemnisation, rien. Ils ne sont même pas pris en compte. Et ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ces victimes-là sont là, abandonnées. Il y en a qui sont même décédés. Dans ce contexte, si on parle de restauration de la justice en République centrafricaine pour que les institutions marchent comme d'avant, moi, ce que j'aurais souhaité, c'est d'abord, en fait, en réforme du secteur de sécurité. Parce que tout se base sur la sécurité. Si je veux avoir confiance avec mon voisin, il faudrait d'abord qu'avec ce voisin, il y ait je dirais que lui, il ne constitue pas une menace pour moi. Si je veux avoir confiance en lui, il ne faudrait pas qu'il constitue une menace pour moi. Alors du fait qu'il a une arme, ne serait-ce qu'il a une arme, là, il me surexcite, il me met hors de moi, il me stresse, il me fait peur. Et je ne peux pas avoir confiance à lui, ni je ne peux pas... Merci de nous avoir donné l'occasion de parler, parce que ça nous permet de nous libérer aussi un peu. Parce que avec tout ce que nous avons vécu, nous avons aussi derrière la tête une idée qui pourrait nous pousser aussi à nous venger un jour. Parce que si on ne le fait pas, on va peut-être dire qu'on n'est pas des hommes. Mais si vraiment la justice fait son travail et que ces bourreaux se retrouvent derrière le barreau, nous pensons que nous allons nous sentir un peu mieux et que tous ces préjudices que nous avons subis pourraient trouver sa réparation. Déjà ça, s'ils reconnaissaient ça, ça pourrait quand même me calmer. Mais jamais, jamais, on n'a pas entendu ça. Et on nous dit toujours que voilà, ça ne restera pas impuni. Ces gens-là, ils seront punis. Ça, c'est la chanson. Mais on est fatigué d'entendre cette chanson parce qu'il n'y a pas de concret, il n'y a pas de preuves. Et pourtant, les gens qui sont censés connaître ces brigands, ils pouvaient mieux faire. Ils pouvaient faire quelque chose pour calmer la pauvre population, mais ils ne font rien. Si la justice est rendue, ça va panser les plaies. Mais si la justice n'est pas rendue, ça va être un cycle infernal.
C'est-à-dire que de génération en génération, les générations qui n'ont pas trouvé satisfaction, il va y avoir toujours un rebondissement. Donc je crois que si la justice est bien rendue et que les choses sont, les forfaits sont réparés, je crois, ça va penser les cœurs et petit à petit, il aura... Si un Séléka ne vient pas un jour dire, ma soeur, nous savons que nous avons fait du tort, mais jamais Gladys ne pardonnera à un musulman. Elle ne pardonnera jamais. Parce que la haine, elle n'a pas les armes. Elle n'a pas cette fougue-là d'aller comme ça, prendre une machette, décapiter quelqu'un. Elle n'en a pas. C'est pas dans sa nature. Donc, elle garde tout en elle. Et alors là, ça tue plus. Est-ce que, là comme ça, est-ce qu'il y aura pardon? S'il n'y a pas pardon, la réconciliation, il n'y en a pas, la cohésion, il n'y en aura pas. Et on va continuer comme ça, ce serait perpétuel. Nos enfants grandiront avec cette haine, nos petits-enfants grandiront avec cette haine, et ça va perpétrer la Centrafrique. Je disais tantôt que le Centrafricain est une bombe à retardement. Une bombe à retardement. Alors, je crains le pire. Le pire est venu quand le Centrafricain va dire non. On ne connaissait pas le phénomène anti-Balaka. C'est le ras-le-bol qui a poussé ces hommes-là, à force de se voir maltraités, de rester impuissants, voir comment on tue leurs parents. Ils sont impuissants. Mais maintenant, là, ils sont déjà devenus des anti-Balaka. Mais si l'international, la communauté internationale qui nous accompagne ne fait pas un effort pour arrêter ce phénomène-là, le pays risque de basculer. L'impunité, elle est avec nous depuis l'histoire de la République centrafricaine. Et parler de la République, c'est parler de l'histoire de la République centrafricaine, c'est parler des coups d'État, des changements politiques qui sont survenus dans le pays depuis qu'on a connu ce qu'on appelle les coups d'État depuis Bokassa et Et on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a coup d'État, il y a injustice quelque part. Les gens doivent répondre de leur acte pour cause de politique, d'appartenance ethnique, d'appartenance politique. Puis on se rend compte qu'il n'y a pas de justice qui est rendue au détriment des victimes. Existé depuis 2012. La justice, je voulais parler de la justice centrafricaine parce que depuis 2002, avec la rébellion du chef d'État déchu François Bozizé, tout a commencé là, on peut dire. En 2003, quand il est venu aussi au pouvoir, c'est là que l'impunité a commencé à grandir et à prendre vraiment de l'ampleur. Parce que tous ceux qui l'ont conduit au pouvoir étaient venus ici à Bangui je ne sais pas, des gens intouchables. Ils peuvent dégainer leur pistolet, abattre une personne, faire ce qu'ils veulent. Mais la justice n'a même pas à les interpeller. Quel magistrat oserait s'approcher d'eux, oserait tenter ouvrir une action publique contre eux? C'est difficile. À un moment donné, on nous a parlé de la démocratie. C'est Dako qui a introduit la démocratie, d'après ce que certaines personnes pensent que c'est la démocratie. En faisant son coup d'État, il a intégré dans les mœurs le grâce à Dako, c'est-à-dire piller, casser, vandaliser les choses appartenant et à l'État et au privé et au particulier. Regardez toutes nos sociétés maintenant. On en était à 400 à un moment donné. Maintenant, c'est même pas 80, peut-être pas 50. On a tout cassé nous-mêmes. On ne peut pas mettre, qui pourrait mettre la main sur les Séléka ou alors sur les Antibalaka, plus que l'administration n'existe pas. Il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas la gendarmerie, il n'y a pas la police, il n'y a pas l'armée. C'est du désordre total. Voilà pourquoi nous vivons cette impunité. On a fait appel à la gendarmerie qui était incapable d'intervenir. On nous a dit que c'était à nous d'abord d'appréhender les malfrats afin
qu'on puisse les amener au niveau de la gendarmerie à nos frais. Ce qui était presque impossible. Mais avec le concours de certaines forces armées centrafricaines, les connaissances, on a pu les contacter, que nous leur avons donné de l'argent pour qu'ils nous mettent la main sur Saint-Malfa. Et c'est ce qui a été fait. On les a amenés au niveau de la gendarmerie et croyant que justice allait nous être accordée. Malheureusement, juste à l'heure où je vous parle, je ne connais même pas la suite de ce qui se passe. À chaque fois, on nous dit repasser, donnez-nous de l'argent pour ceci. En tout cas, en quelque sorte, les frais de justice, c'était à nous de les donner aux autorités judiciaires là. Et c'est eux, c'est en quelque sorte, c'est une occasion pour eux, ceux-là, à chaque événement de ces gens qui se produit. C'est une manière pour ces autorités, de police judiciaire, de se trouver de l'argent. Et c'est au détriment des victimes qui ont perdu. Les forces internationales, qui peut-être devaient nous apporter donc des solutions, devant elles-mêmes, elles ne réagissent pas. Il fut un moment où on avait attrapé une vieille femme, là, ça ce sont les anti-Balaka. Ils ont attrapé une vieille femme, on disait d'elle qu'elle était sorcière comme ça, on l'amenait pour l'enterrer vivante. J'ai couru longtemps pour aller trouver un élément de... C'est quoi, c'est... Camerounais. Non, il faudrait qu'il aille voir le chef. Et en traînant ainsi, on a emporté la femme comme ça. Ça a été débattu toute la journée sur RFI. Il y a des gens de n'importe quel pays qui appelaient, qui disaient que les Nations Unies, partout où ils passent, ils échouent. Bon, on ne va pas tout le temps parler comme ça. Il faut qu'il y ait une solution qui soit tirée. S'ils échouent un peu partout, mais pourquoi? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à passer d'échec en échec? Il faut quand même qu'ils trouvent... c'est pourquoi je dis, il faut qu'ils le sachent. Qu'ils sachent que voilà, la population a telle pensée sur eux. Et je dis bien qu'ils font aussi du bien, mais ils font beaucoup de mal. Ce qui fait que vraiment nous avons du mal. Nous avons du mal. Ce que nous voulons actuellement, ce sont les élections. Il faut que les élections se déroulent dans les bonnes conditions. Malgré la présence de la communauté internationale, mais vraiment, nous avons du mal à continuer à vivre cet état de fait. Ils sont là, en leur présence, on tue des personnes, ils sont là. Est-ce qu'ils viennent pour la protection de la population, ou bien ils viennent parce que la population musulmane, c'est une population minoritaire, il faut les protéger, il faut leur donner même des armes. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, moi par exemple, quand j'étais enfant, je voyais un militaire, je me sentais en sécurité. Mais là, quand je vois un porteur de tenue, j'ai la trouille. J'ai la trouille. Je ne sais pas ce qui peut arriver d'une seconde à l'autre. Alors là, c'est vraiment choquant. C'est vraiment déplorable pour nous. Et nous avons un barreau unique pour tout le pays. Et nous, avocats, en fait, on exerce à partir de Bangui. On fait des missions en province, on revient, mais tout est centralisé un peu sur Bangui. Donc ça fait que la justice est un peu concentrée sur Bangui, dans les provinces. Voilà. Moi je suis né à Bangassou, je n'ai jamais été allé, je suis jamais allé plaider à Bangassou. Parce que bon, là-bas c'est pas viable, on n'a pas le moyen de survivre, tous les moyens, on est tous sur Bangui. Donc on est plus d'une centaine d'avocats, mais tous sont sur Bangui. Renforcer l'effectif des magistrats pour qu'il y ait au moins dans les tribunaux, même d'instance, des magistrats qui peuvent recevoir les doléances, les plaintes, les dénonciations des citoyens. D'autant plus que nous n'avons pas les moyens, mais surtout l'autonomie un peu morale pour pouvoir dire le droit. On se rend compte que la crise non seulement est matérielle, les limites ne sont pas que matérielles, mais les limites aussi sont un peu professionnelles, morales, dans la tête des gens. Un juge n'a pas toute cette autonomie par rapport à ces conditions de vie, de dire le droit et de rester indépendant. Parce que moi, je suis choqué que même vous avez beau faire la meilleure plaidoirie des fois au monde, avoir même la loi, les textes de loi qui est clair,
mais vous pouvez perdre un dossier. Voilà. Et on sait comment ça se passe, parce que les juges ne sont pas vraiment indépendants, et tout le monde sait qu'on peut tout acheter dans ce pays, même jusqu'à la justice. C'est un peu ça la grande plaie que moi... Cela, il fallait ajouter aussi l'insécurité des magistrats. Parce que certains qui se retrouvaient en prison sont maintenant dehors, et des fois, ils sont dans les taxis avec le magistrat qui ont rendu justice, ils les ont envoyés en prison. Et ça pose un sérieux problème. Ceux-là reviennent encore narguer la victime. Et des fois, le magistrat, c'est vrai, vous voyez l'enclos du ministère de la Justice, il y a un semblant de sécurité de la présence des ministres là-bas, mais au-delà des heures du travail, le magistrat sont abandonnés à triste cette sorte. Auparavant, dans les quartiers, les chefs de quartier avaient évidemment leur autorité. Mais en ce moment, ça n'existe pratiquement pas. Les chefs de quartier sont menacés par des hommes armés. À tel enseigne que les différends qu'ils tranchent souvent, ils sont limités. À partir du moment où même au cours de ces événements, on a vu qu'un chef comme ça, il a arboré son truc avec identifié ce chef du quartier, abattu, même tabassé, molesté. Quelle autorité va encore avoir ce chef-là pour dire quoi? Après, lui, le chef du quartier, qui incarne l'autorité traditionnelle. On ne le respecte plus. Donc si on respecte, si on est capable de tirer sur le chef, il n'y a plus de respect. L'envisager, oui, mais dans le temps, quand on le dit, on était petit, oui, il y avait la justice traditionnelle, il fonctionnait. Hein. Dans le quartier, au village, le chef, dès qu'il y a un problème, automatiquement, dans le quartier, puis ça crée une harmonie. Là. Même les sorciers, il dit, tel voisin comme ça, il allait faire la sorcellerie, etc. Automatiquement, chez le chef du quartier, on était très intéressé. Hein, pour savoir si tel est sorcier, on allait procéder à des pratiques. Tout ça c'est sous le regard du chef du quartier. Voilà, on identifiait les sorciers dans le quartier. Et ça participait de la cohésion sociale. Mais à l'époque, les chefs traditionnels étaient respectés. Bon, toutes ces petites litiges qui ne peuvent plus être réglés par le chef et qui ne répondent pas nécessairement de la compétence des tribunaux. Parce que là, on va te dire cette infraction-là, de petits lacets, de vol de poulet, ou bien des gens qui ont bouffé le chien à la autrui, bon, tout ça. Regardez, voilà, ça c'est aller devant le tribunal de police, ou bien devant le tribunal de coutume, et ça frustre aussi les personnes pour des petits litiges comme ça, ils ne peuvent pas être réglés rapidement. Bon, les gens se disent, bon, mais voilà, il faudrait qu'on règle ça autrement. Donc, mettre en place un mécanisme qui redonne, qui réhabilite les chefs coutumiers, les chefs traditionnels dans leur compétence de pouvoir trancher des petits litiges, des règlements, de conflits, de conciliation et autres. Notre seul moyen, c'est de dénoncer. Vous dénoncez, que quelqu'un vienne à votre secours. Mais vous dénoncez, bon, cette dénonciation ne va nulle part. Vous allez faire quoi? Tu te demandes s'il y a la justice dans ce pays. Et comme a dit ma soeur, c'est pas que pendant les événements qu'on se rend compte que la justice est quasi inexistante, mais depuis toujours. Quand tu as un problème, tu vas à la justice, il suffit... Les faibles, les pauvres n'ont pas droit à la justice. Ils sont toujours lésés. Mais aujourd'hui, ce qui importe, c'est pour que justice soit rendue. Mais la justice, c'est dans la rue. Hein. Quelqu'un fait sa justice. Ah oui. Si je peux, je me défends. Le plus fort gagne la bataille. C'est pas normal. Nous avons besoin de justice. est la bienvenue. Elle est la bienvenue dans la mesure où il y a des moments où on avait critiqué la justice centrafricaine. Du fait que aujourd'hui, si la justice arrive à mettre en prison et demain, on retrouve le délinquant dehors. Vous voyez à peu près. Et donc, la chaîne de justice est beaucoup plus critiquée. On suppose que la Cour pénale spéciale viendra avec, quand bien même c'est une Cour nationale qui sera appuyée par des internationaux, des juges internationaux bien sûr, mais on pense qu'il y aura des moyens qui vont commencer de ceux qui sont chargés de traquer les délinquants jusqu'à
jusqu'à l'application ou bien à l'application des peines. C'est-à-dire le bourreau, une fois traqué, il sera traduit, condamné et il va purger ses peines. Je crois qu'il y aura quand même la justice à partir du moment où tous ces bandits-là seront traqués devant la cour spéciale centrafricaine, je crois. Et quand ils seront traduits devant ce cours-là, je crois que tous les Centrafricains auront la paix et la justice va s'établir. Et même avec la Cour pénale spéciale, moi j'ai encore beaucoup de doutes, personnellement, pour les années à venir, parce que effectivement, ils ont mis en place le projet, ils ont adopté un budget pour construire les locaux, enfin un peu le palais qui va abriter la Cour pénale spéciale. Mais je dis, après, qu'est-ce qu'on va faire avec les gens qui sont condamnés? Ils n'ont pas conçu de prison moderne. Il n'y a pas. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas un projet pour construire une prison moderne. Parce que ces gens, quand on va les condamner, on va les mettre en Araba. Non, Araba, ça ne va pas. Araba, c'était la prison de l'époque coloniale. C'était quand la ville de Bangui était une ville de 2003, 3000 habitants, 5000. Maintenant, on a une ville de 1 million. Et Araba ne peut plus tenir. Il n'y a pas de quartier sécurisé en Karabakh. Et puis, surtout les gros bonnets, si on les met en prison, ce n'est pas pour aller purger leur peine comme les petits bouts de blé. Non, il faudrait une prison moderne où on va détenir les gens pour que les gens vraiment purgent leur peine et qu'ils sachent qu'il y a une justice et qu'on doit répondre de ces actes. La Cour pénale spéciale n'est qu'une des solutions dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale en République centrafricaine. Je dis que c'est une des solutions dans la mesure où la Cour pénale spéciale, effectivement, avec l'apport, n'est-ce pas, des juges internationaux, peut aider, n'est-ce pas, à mettre la main sur les délinquants et à, effectivement, organiser un procès juste et équitable et aller jusqu'à la condamnation de ces délinquants. Mais je crois qu'à elle seule, elle n'est pas suffisante parce qu'il y a certaines catégories de délinquants qu'il va falloir plutôt envoyer vers la CPI. C'est encore mieux. C'est encore mieux parce que, comme je le dis, l'avantage de la Cour pénale spéciale, c'est l'apport des juges internationaux qui seront peut-être, je souhaite aussi bien, qui seront peut-être pas influencés par les hommes politiques, n'est-ce pas, de l'heure. Je dis simplement que, oui, à la justice, à la Cour pénale spéciale, mais qu'elle soit renforcée par la Cour pénale internationale pour certaines catégories d'acteurs qu'il faut neutraliser à l'étranger. Parce que si, puisque nous n'avons pas les infrastructures pour les incarcérer, pour de moindres choses, ils vont être libérés. Et ensuite, ils seront encore dans les rues et ils vont encore activer davantage, n'est-ce pas, la haine par les comportements belliqueux. D'où nécessité de les renvoyer à l'extérieur pour que le pays puisse rester en paix. Il y a ça. Et ensuite, la justice nationale, la justice ordinaire, qu'il va falloir renforcer pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, s'exercer en toute liberté. Pour glisser vraiment sur cette commission justice et vérité. Mais malheureusement que la volonté politique n'a pas été jusqu'au bout pour accepter que cela ait lieu. Accepter qu'une commission justice et vérité ait lieu, c'est accepter le retour de Ntoto Dia et de Bouzézé sur le territoire centrafricain et qu'ils soient présents dans la salle et qu'on leur pose la question. Monsieur Bouzézé, qu'est-ce que vous avez fait? Quel l'agresseur, quel l'agressé? Et ensuite, on inverse encore le rôle pour savoir finalement qui a fait quoi et pourquoi. Et ils s'expliquent, le peuple centrafricain écoute, nous autres les victimes, on écoute, c'est là que les vérités seront rétablies. Et après, il y a le pardon. Ils vont présenter leur pardon. Ça va apaiser. Certes, vous avez raison d'insister sur cet aspect, bien que la situation de notre pays ne soit pas similaire, n'est-ce pas, à celle des autres. Mais néanmoins, c'est quand même une démarche participative qui permet de rétablir la vérité et la cohésion sociale. Ça va certainement apaiser le cœur. Quand on va écouter les uns les autres dire, n'est-ce pas, de leur propre bouche que vraiment j'ai fait ça, je ne sais pas pourquoi et je regrette. Ça va apaiser. Et ensuite, les belligérants qui sont sur le terrain, dès que leur leader
va dire des choses comme ça et s'engage solennellement, va s'agenouiller devant le peuple, dire je reconnais, j'ai vu, j'étais venu par exemple d'Autodia, je dis par exemple, qui dira par exemple que j'étais venu c'était pour porter le bonheur au peuple, mais malheureusement, je ne sais pas comment ça s'est passé, c'est plutôt, si je me retourne pour regarder vraiment un cortège de malheurs autres, je vous présente mes excuses. Et à partir d'aujourd'hui, moi je me retire. Je crois que plus d'un belligérant va déposer les armes pour dire mais ça vaut plus la peine. De la part également de Bozézé, je ne sais pas trop si vous se reproche quelque chose, si c'est vrai, Bozézé a distribué les armes, si c'est vrai, Bozézé a soutenu les Balaka, je ne sais pas, moi je dis que je ne sais pas, mais je le dis comme ça par rapport à ce que les médias disent. Si par exemple, il y a pour quelque chose que Bozézé le dise, et présente ses excuses à la population, et je crois que ça va apaiser. Et après, que ça s'arrête pas là. Vous dites bien commission, justice et vérité. Mais à la fin, il faut que la justice fasse toujours son travail. Je pense que le modèle sud-africain ne peut être applicable en Centrafrique. Tous ceux qui ont pris les armes doivent être traqués devant la justice. Il n'est pas question d'amnistie qui que ce soit. Parce que on a vu dans l'histoire de notre pays, on a amnistié beaucoup de gens. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui continuent toujours à faire des actes graves. Donc, je propose qu'on restaure la justice. Et le modèle sud-africain n'est pas vraiment bon pour que ce soit applicable dans le pays sud-africain. Je pense que ce modèle peut être appliqué pour ceux qui ne sont pas très motivés de porter plainte. Mais pour d'autres qui portent plainte, là on mettra un accent particulier sur la réparation parce qu'ils ont déjà réclamé leurs droits. Alors ceci doit être jugé. Mais ceux qui ne vont pas porter plainte, je pense que ce modèle est applicable pour eux. Il y a aussi beaucoup de victimes qui ne connaissent pas les agresseurs, qui disent que c'est les bandits, c'est des hommes armés, c'est les Silika, c'est les anti-Balaka, mais qui ne connaissent pas vraiment les individus. Alors pour ceux, je pense que ce modèle est aussi un avantage pour eux de parler et de se réaliser qu'elles peuvent être comprises. Il y a des Rwandais qui m'ont dit que, ma soeur, pour nous, à 20 ans, on n'a pas pensé correctement la plaie. C'était entre nous les Rwandais, vous, c'est avec les étrangers, ça va être difficile. Ça va être difficile. Comme c'est avec les étrangers, ça va être difficile. 20 ans, ils n'ont pas pensé correctement leur plaie. Et pour nous, en quelques jours, on nous demande de faire avec, alors que la plupart, ce sont des étrangers. Donc après la commission vérité et justice, certes, ça va apporter quelque chose à l'apaisement, n'est-ce pas, de cœur. Ça, il faut le reconnaître. Mais seulement que ça soit organisé de sorte que les participants soient identifiés et que ce soit des personnes qui doivent, n'est-ce pas, venir vraiment dire des choses à la population, mais qu'elles ne soient pas cooptées, comme on a vu pour le forum, que beaucoup d'hommes politiques, n'est-ce pas, l'ont dénoncé. Alors donc, moi je trouve que je suis d'avis, n'est-ce pas, que cette commission justice et vérité ait lieu. Ça va faire éclater. Parce que quand on écoute des vérités qui sont cachées, les ondes douces, tout ce que nous connaissons, pourquoi les perpétuelles crises, les conflits, qui donne les armes? Tu as eu les armes où? Par qui? Comment? Est-ce que c'est bien? Il faut poser la question. Oui, bon, moi j'ai eu les armes parce que bon, à partir d'aujourd'hui, puisqu'il y a un nouveau régime qui est mis en place, qu'est-ce qu'on... Tant de questions, je dis. Et je crois à la fin, il y aura apaisement de cœur. Il va falloir que la justice traditionnelle fasse son travail. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas tous les crimes qui seront punis par la Cour pénale spéciale. Et voire encore la Cour pénale internationale. Il y a des cas de vol, des cas de braquage armé comme ça. Et on aimerait que la justice traditionnelle prenne le devant. C'est-à-dire commence déjà à traquer à ce niveau-là pour que nous puissions vraiment pas aller, parce que le processus de la mise en place de la Cour pénale spéciale est encore lent. Donc on aimerait que la justice traditionnelle fasse son travail. Même dans les villages. Aller vers les justices de proximité, même avec les chefs des clans, les chefs des tribus, et essayer de commencer à remonter la chaîne à la base pour que cela puisse avoir un effet positif. Quand tu revenais des litiges, là, les chefs, dans chaque clan,
il y a les doyens d'âge. Il appartient à ceux-là de trancher les litiges. C'est à ceux-là qu'on faisait recours pour régler les problèmes qui survenaient entre la population. C'était ça. Et il y avait la paix, il y avait la quiétude, et puis il y avait vraiment du respect des uns et des autres. Donc, à l'époque traditionnelle, les choses se déroulaient normalement. À l'époque traditionnelle, avant la colonisation, même après la colonisation. Et après la colonisation, c'est un tout petit peu la transition. Parce qu'on savait qu'il y avait la constitution, il y avait les administrations qui étaient en place, il y a la justice, l'institution justice qui est là. Donc, on faisait recours à la justice. Toutefois, on démarrait la justice avec les chefs et autres pour arriver au niveau du tribunal. C'était la collaboration. Une justice traditionnelle, comme c'est dit dans l'expression, c'est une justice pratiquée avant la période précoloniale en Centrafrique. Et depuis l'avènement de l'indépendance, avec la colonisation, nous avons en face de nous maintenant ce qu'on appelle la justice moderne qui s'oppose, mais qui se distingue de cette justice traditionnelle. Dans le combat, dans la lutte contre l'impunité, aujourd'hui, la tendance est à la revalorisation de cette justice traditionnelle. Parce que je parlais d'une chaîne pénale. Si déjà au niveau des différentes communautés, dans les quartiers, dans les confins, dans les petits villages, et le système de l'arbre à part avec les notables qui tranchent les petits litiges contre les individus, si déjà à ce niveau on arrive à intimer des peines à telle personne qui a commis tel acte envers son prochain, déjà on amène les gens à respecter la justice. Mais aujourd'hui, ces notables ont perdu de leur substance. J'échangeais pas très longtemps avec un sultan de Rafale, qui disait qu'aujourd'hui ils ne sont plus protégés par la loi, ils ne sont pas reconnus, donc ils n'ont plus de sens dans la vie sociale centrafricaine. Et ils sont souhaités que cette justice puisse revenir à la réalité, puisse s'exercer comme ça se faisait avant, afin qu'à différents niveaux de la société, qu'il y ait des punitions, qu'il y ait des peines, et que les gens sentent que voilà, si j'agis mal, voilà, j'encours telle peine, j'encours tel acte. C'est ce qui ne se fait pas. Donc la justice traditionnelle est très importante aujourd'hui dans la lutte contre l'impunité, le combat contre l'impunité. Ici, le chef de quartier est désigné par... Avant, c'était le gouvernement qui le nommait. Maintenant, c'était par élection. Vous allez, on présente 2 ou 3 personnes, vous alliez derrière, celui qui a plus de voix, c'est celui-là que vous voyez pendant 10 ans. D'accord. 10 ans passés, on le verra. Mais alors, pour ça aussi, il faudrait initier, c'est ça, une sorte de justice alternative qui pourra, au sein de la population, au niveau des quartiers, essayer de mettre les gens ensemble pour qu'ils puissent... On trouve, c'est ça maintenant que je pense qu'il y a lieu pour la justice alternative un peu... voilà. Il faudrait trouver, inventer pour que les gens qui ont commis, qui viennent réparer au moins, qui viennent demander pardon. Parce que tout ce qui se passe dans le quartier, des fois, c'est le membre de la famille qui va là-bas, brûler chez l'autre, qui va taper un autre. On va rester pour vivre ensemble. Quand ça chauffe, c'est ça la conga. Les gens se lèvent pour aller cacher chez les voisins. Ce sont les voisins qui s'agressent entre voisins. La justice dira son droit là-bas et dans les quartiers. Les enfants de leurs enfants vont continuer à vivre ensemble. Et cette haine-là, comment on va faire pour qu'il y ait? Pour moi, la justice traditionnelle, un peu alternative, sera à ce niveau-là, que dans les quartiers, les gens puissent s'organiser pour se demander pardon. Et vous la voyez carrément dans les quartiers? Oui, cette justice alternative-là, dans les quartiers. Pour arriver à faire justice, il fallait d'abord identifier les victimes, les écouter et au niveau du chef, les notables du quartier, il faudrait qu'ils s'impliquent eux aussi là. Et il faut, pour une véritable réconciliation, il faut le pardon et faire justice. Il faut rendre justice. Tant que justice n'est pas rendue, il n'y aura pas... Quelqu'un vient me causer un tort.
Admettons, par exemple, là, je prends un couteau, je poignarde, je ne me souviens pas, c'est un exemple. Françoise, c'est pas pour te tuer. Je blesse Françoise. Mais pour qu'il y ait véritablement justice, il faudrait, de un, Françoise doit se plaindre, déposer plainte. Et moi, je reconnais mon tort, je dis effectivement, j'ai causé du tort à Françoise. Je l'ai blessée, ma soeur, pardonne-moi. Là, au moins, tu vois, ça soulage. Elle a dit, ah, elle se dit, ah, voilà, Chantal a reconnu avoir causé du tort. Elle m'a demandé pardon. Maintenant, ça peut apaiser. Et puis voilà, la réconciliation peut naître après le pardon. Mais s'il n'y a pas vraiment le pardon, si on n'écoute pas, on ne donne pas la chance aux victimes. Et aussi pour faire justice, pardon, oui, pour faire justice, il faut non seulement écouter les victimes, mais chercher à réparer. Il faut inclure la réparation. Les gens qui ont perdu leurs biens, des maisons brûlées. Bon, la vie humaine n'a pas de prix, mais il faut toujours faire quelque chose. Et puis, pour le machin, il y a les évêques et les imams qui interviennent. Nous sommes au moins à 90% de chrétiens. Les musulmans sont pertes minoritaires. L'évêque passe tout son temps à circuler, à évangéliser. Et il est en contact avec les imams des églises. Tout ça, ça peut contribuer à la réconciliation. C'est d'aller dans l'esprit, sensibiliser d'abord au niveau des églises, au niveau de machin, pour amener les gens à oublier, à pardonner, et ça peut venir. Tout ça, c'est le moyen pour aller pour la réconciliation. Au niveau de la base, c'est de prêcher la cohésion, de vivre ensemble, le pardon, et on cherche maintenant à mener des actions. Par exemple, dernièrement, on est en train de voir la possibilité de réunir les imams, les prêtres et les pasteurs du 3e arrondissement, parce que c'est le fief de la violence, afin de réfléchir sur ce qu'il y a lieu de faire. Malheureusement, les derniers événements font que nous n'avons pas pu. Donc nous avons déjà pris l'initiative, nous avons arrêté les thématiques. Malheureusement, les événements ont bouleversé un peu, mais nous allons reprendre, parce qu'après tout, la violence ne résout pas le problème. Concernant le recours à la justice, je dirais qu'il faudrait qu'on observe deux périodes. La première période, c'est qu'il y avait certainement des crises, mais pas de cette ampleur. Et à cette époque, les gens ont reconnu, unanimement, les centrafricains ont reconnu que vraiment la justice marchait mal. Et ça a fait l'objet des états généraux de la justice en octobre 2007. Il y a eu des états généraux de la justice. La situation de la justice a été passée au pain fin. On a diagnostiqué la justice, le fonctionnement, la chaîne pénale, depuis les officiers de la police judiciaire, les juridictions, la prison et autres. On a proposé des thérapeutiques. Malheureusement, comme tous les autres documents qu'on a eu à sortir des grands forats, c'est resté dans les tiroirs. Péniblement, en 2009, on a essayé d'élaborer un plan de réforme décennale de la justice. Il y a eu des recommandations. On a parlé de la justice de proximité. On a fait quand même quelques petits efforts, notamment la création des tribunaux d'instance dans les arrondissements de Bangui, qui sont restés seulement au niveau des intentions. Parce qu'il y avait un tribunal de Bazou-Bangui, il y a un tribunal de Bouérab, le tribunal Machin, le tribunal d'essence, dans le souci de rapprocher la justice du justiciable. Mais bon, il n'y avait pas de bâtiment, il n'y a rien. Il y a aussi des tribunaux d'essence qui ont été créés dans d'autres localités. Mais malheureusement, on est resté à ce niveau. Ce qui fait que la population s'est toujours dit, mais bon, cette justice-là, c'est là-bas, bon, ça ne vaut pas la peine d'y aller. Et encore, l'autre raison, c'est que la population est sous-informée, ou du moins mal informée, sur le fonctionnement de la justice. Tant vraiment on a du travail à faire dans ce pays, sensibiliser les personnes, que ce soit les hommes ou les femmes, à connaître leurs droits et aller se plaindre. Et à force de se plaindre, les gens qui sont là, qui sont censés
rendre justice vont maintenant se réveiller pour dire ah mais on a des problèmes.